Dans un contexte régional marqué par plusieurs événements économiques qui, quand même, bousculent les activités et beaucoup de climat politique aujourd'hui dans la sous-région et au Bénin également, alors il est crucial quand même d'aborder un certain nombre de questions, de sujets quand même qui puissent intéresser la plupart des Béninois et également des Africains et de tous ceux qui sont de la diaspora. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission, l'invité. L'invité qui reçoit pour vous un expert, un spécialiste, une figure majeure du commerce extérieur béninois. Il a pour nom M. Shakirou Tidjani. Il est ancien directeur général du commerce extérieur, négociateur international et acteur de premier plan des grandes réformes économiques de cette dernière décennie. À travers cet entretien avec lui, nous souhaiterions quand même recueillir son analyse sur l'évolution des relations économiques régionales, les effets des réformes engagées dans le cadre du programme d'action du gouvernement et les perspectives pour l'économie béninoise. Monsieur Shakirou Tidjani, bonsoir et soyez le bienvenu. Bonsoir, monsieur. C'est un plaisir de vous recevoir sur l'invité. Un plaisir partagé. Alors, vous êtes pétri d'expérience à pouvoir avoir votre parcours. Aujourd'hui, quand même, je voudrais quand même vous demander de nous faire un petit recul par rapport à toutes les expériences que vous avez vécues. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel. Eh bien, pendant environ 33 ans, j'ai servi en tant que cadre dans l'administration béninoise au service du service public et du secteur privé, et ceci dans le domaine du commerce extérieur. Donc, la plupart des réformes que nous avons connues au cours de cette période-là, de 1986 jusqu'en 2016-2018, donc j'étais un acteur. J'ai participé aux côtés de certains collègues à la mise en place des réformes, à l'application des politiques des différents gouvernements qui ont suivi et surtout à la vision à l'AFIA 2025 qui avait été mis en place à l'époque. Oui. Et j'ai également servi à la Chambre pendant 7 ans en tant que secrétaire général de la Chambre de commerce. Et là, à côté de l'expérience publique que j'ai eue, j'ai pu approcher les opérateurs économiques, sentir leurs besoins et leurs aspirations. Et je crois que c'est des choses qui m'ont beaucoup enrichi. Et avec l'équipe et les équipes avec qui j'ai travaillé, nous sommes... on a posé les actes qu'il faut pour qu'on puisse avancer. Alors, lorsqu'on parle de commerce extérieur, quand même, je voudrais quand même que vous nous expliquiez la façon dont vous percevez en réalité les relations commerciales qui existent entre le Bénin et le Nigeria. Comment est-ce que vous percevez cela lorsqu'on prend en compte les 20 dernières années, par exemple? Oui, et les relations économiques du Bénin et le Nigeria, je voudrais vous en parler en termes d'image. C'est l'image du grand frère et du petit frère. Et nous, en tant que fonctionnaires, en tant qu'agents de promotion du commerce extérieur, nous avons vendu le Bénin comme une porte d'entrée vers le Nigeria. Et nous pensons que nous avons affaire à un grand frère et que le Bénin devait profiter de sa position pour se développer et développer l'économie nigériane. En fait, c'est que nous avons constaté que c'était, et ça c'est mon impression après 33 ans, oui. Et que c'était le comportement du grand frère qui n'a jamais voulu comprendre son petit frère. Le petit frère était content et fier d'avoir un grand frère. Je dis, c'est le Nigeria. Le Bénin arrimé au Nigeria. Le grand frère, il en profite, mais à des moments donnés, il pose des actes et le petit frère redouble d'efforts et parfois on le laisse, on l'oublie. Puis après, quelques années après, on crée encore une autre situation. Ceci est dû au fait que le petit frère, jusqu'aujourd'hui, n'est pas satisfait de son grand frère. Parce que le grand frère, il n'a pas besoin vraiment de ce petit frère pour pouvoir évoluer comme cela se doit. Et ce qui fait que de temps en temps,
il lui met une sanction, il dit, bon, voilà, j'arrête ceci, et je fais ceci, je fais... En fait, c'est ça que nous avons eu jusqu'à l'avènement du gouvernement de la rupture. Okay. Et vous avez, tout dernièrement, pendant la rupture, il y a eu une décision brutale de dire, on arrête. Alors que le petit frère pense que le grand frère est là pour le sauver. Et le petit frère a beaucoup fait pour le grand frère. Si on prend les produits de réexportation, oui, tous les produits étaient importés avec les devises du petit frère. Et les produits allaient au Nigeria. Les pays de transit, le port du Nigeria était saturé, les produits passaient par ici pour aller là-bas. La guerre du Biafra, on ne pouvait pas avoir les produits là-bas, c'est le petit frère qui permettait d'avoir tous ces produits. Mais le grand frère s'est toujours comporté comme une forteresse, parce que au Nigeria, le commerce intérieur fonctionne sur une base et que le petit frère n'a pas intégré. Le petit frère se sentait tellement en sécurité parce que il se dit, naturellement, j'ai une filiation avec le grand frère, oui, j'ai des parents qui sont là-bas, on ne peut pas changer nos positions, mais le grand frère ne s'est jamais comporté. Si je peux vous dire que la plus forte communauté étrangère au Bénin, c'est les Nigérians. Nous avons plus de 2 millions de Nigérians ici, qui librement commercent. Oui. Mais nous avons le petit frère qui est ici, qui, du fait du comportement de ce grand frère, a toujours peur. Très peu de décideurs béninois sont confiants d'aller travailler avec le Nigeria. Ça, c'est vrai. Très peu vont vers le Nigeria. Très peu ont visité le Nigeria. Alors que si vous allez à Tokpa, si vous allez à la frontière, tous les jours, vous voyez des camions, des voitures nigériennes, même des groupes scolaires. Oui. Mais le fait que le grand frère a toujours mis la pression sur le petit frère, et le petit frère se dit, ah, ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Alors que il faut que les deux soient ensemble. C'est des frères. C'est le petit frère et le grand frère. Et mon expérience, donc c'est de façon schématique, c'est ce que je peux vous dire, que aujourd'hui, le grand frère profite beaucoup du petit frère. Mais le petit frère a profité beaucoup du petit frère. Mais le nombre de produits nigérians qui sont sur le marché béninois, on ne peut pas compter. L'eau à boire qui vient du Nigeria, qui rentre sur le territoire béninois, on ne peut pas compter. Le pain qui quitte le Nigeria, qui vient chez nous, on ne peut pas compter. Les médicaments qui quittent le Nigeria, qui viennent ici, on ne peut pas compter. Tout un certain nombre de choses. Un certain nombre de produits. Mais malgré ça, le Nigérian ne veut même pas que un produit industriel béninois rentre chez lui. C'est pas que le gouvernement nigérien ne veut pas, mais les structures d'organisation du commerce qui sont en place au Nigeria ne permettent pas. Dès que le produit passe la frontière, c'est des tracasseries jusqu'à arriver sur le marché. Et quand il arrive sur le marché, aucun produit béninois ne peut être vendu sans passer par un autre, pas un Nigérian. Oui, parce que le Nigérian, il n'y a que le Nigérian qui a le droit d'avoir des places sur les marchés nigériens. Alors qu'à l'inverse, ce n'est pas ça. Alors que l'inverse n'est pas ça. Le nombre de Nigérians qui sont installés ici, je ne dis pas pour que nous puissions avoir des comportements repulsifs vis-à-vis de notre grand frère. Mais c'est des réalités que j'ai constatées après ces 33 ans d'expérience. C'est que aujourd'hui, nous subissons l'organisation interne du Nigeria qui ne veut pas que nos produits locaux entrent facilement au Nigeria. On nous applique des systèmes comme le SON, le NAFDAC, tout ça. Mais malgré ça, les produits ne peuvent pas traverser, ou du moins traverser nos frontières et arriver sur le marché nigérian
facilement. Oui, M. Tidjani, mais à vous entendre également, est-ce que cela ne peut pas être expliqué également par cette barrière linguistique ou cette barrière, je dirais, coloniale, parce que nous n'avons pas les mêmes colonisateurs et nous n'avons pas le même mode de fonctionnement. Est-ce que cela n'est pas dû également à cet aspect-là? C'est clair que la colonisation, la culture d'entreprise, la culture managériale est passée par là. Mais ce qui devait faire notre force, sur laquelle on doit se bâtir, on doit construire cette relation, est également là. C'est que de part et d'autre, c'est les mêmes peuples. Exactement. Vous avez des Yoruba là, des Haoussa, des Haoussa. Tout le long du Bénin, c'est les mêmes peuples. Donc, malgré le fait que la colonisation, la barrière linguistique, et la monnaie soient là, mais nous avons une histoire commune. Vous savez, au Nigeria, il n'y a pas une communauté au Bénin qui n'a pas des descendants au Nigeria. Oui, depuis la frontière du Togo jusqu'à Pobé, Sakété, toutes les communautés qui sont là, et du nord, depuis Natengu jusqu'à de l'autre côté, nous avons des gens qui ont traversé, dont l'histoire a fait en sorte qu'ils sont aujourd'hui du côté du Nigeria. Donc, cette culture, cette proximité devait favoriser normalement les échanges. C'est le problème de culture, c'est le problème, moi je me suis dit, et j'aime bien le dire à des amis nigérians, que c'est le problème du grand frère qui taquine le petit frère, à ne point finir. Oui, à ne point finir, parce que dès que le grand frère me content un peu, il dit, je ferme la frontière. Il est content, il est mécontent, il envoie une inspection chez lui. Je ne dis pas pour ça, pour que le petit frère se rébelle. Non, pas du tout. C'est des situations. Ce sont des réalités. C'est des situations que nous avons vécues. Oui. Parce que le Bénin, en tant que petit frère, a accepté beaucoup. A permis même à ce que des missions nigériennes séjournent chez nous. Oui. Pour vérifier si nos produits sont réellement bien produits au Bénin. Oui. Si tel produit peut rentrer sur leur territoire. Oui. Mais malgré ça, ça n'a rien donné. Tout à l'heure, vous avez parlé, par exemple, de la fermeture des frontières. Nous avons vécu cela ici au Bénin, alors que vous avez fait partie de la Commission béninoise pour la réouverture des frontières avec le Nigeria. Alors, pendant ce temps, quels ont été, en réalité, les défis majeurs de cette mission? Vous savez, la dernière fermeture des frontières, n'est qu'un épiphénomène, puisque avant ça, le Nigeria fermait régulièrement, point oui, point non, sa frontière pour dire tel produit je ne veux pas, alors que ces produits, même si en totalité rentraient sur le territoire nigérien, ça ne peut même pas être consommé par le dernier quartier de Lagos, en termes de quantité. Oui. Mais le Nigeria ferme la frontière, et tel que ça a été géré, je crois que c'est dans les années 2016, 2017, 2018. Je crois que c'est la dignité avec laquelle le petit frère s'est comporté vis-à-vis de ce problème. Le Bénin ne s'est pas beaucoup agité. Le Bénin n'a pas faibli, n'a pas fléchi, a cherché à discuter avec le grand frère pour lui dire, mais qu'est-ce que tu nous reproches? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est ça qui a amené le Nigeria, à l'époque, à envoyer des missions pour dire, je veux ça, je veux que vous interdisez ceci, je veux que vous interdisez cela. Alors que interdit ça n'est pas le problème qui règle le problème de l'entrée de ces produits-là sur le Nigeria. À chaque fois que, et je peux vous signaler qu'à chaque fois qu'on interdit l'importation d'un produit au Nigeria, c'est qu'on favorise la fraude. Même si les autres produits, les produits qu'on interdit rentraient de façon frauduleuse, mais dès que le Nigeria, le grand frère, dit « je ne veux plus de ce produit », c'est une amplification de cette importation
frauduleuse qui se met en place depuis le Bénin, depuis le Togo et consorts. Parce que il y a une demande qui n'est pas satisfaite. Les gens oublient que aujourd'hui, et ça je sors du coq là parce qu'on parle d'import-export. Oui. Aujourd'hui, les commerçants béninois qui n'ont pas beaucoup de moyens préfèrent aller acheter même des produits industriels au Nigeria plutôt que d'aller en Chine. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a une politique nigériane avec la dépréciation du Naira et le développement de l'industrie locale qui fait que la plupart des produits usuels sont achetés au Nigeria. Et ces produits usuels qui sont achetés au Nigeria, c'est au détriment du développement du Bénin. Parce que tant que vous vous levez, que vous allez acheter les produits que les Béninois mangent tous les jours au Nigeria ou n'importe où dans le monde, vous ne favorisez pas votre développement. Quelqu'un qui se lève, si on importe du savon, on importe du dentifrice, on importe de l'eau, on importe ce qu'on boit, ce qu'on mange tous les jours, le pain du Nigeria, mais ou de n'importe où au monde, c'est que ça veut dire que notre économie n'est pas encore capable de produire les besoins usuels pour le développement de notre pays. Oui, en son temps, quand les frontières étaient fermées et que vous faisiez partie de la commission béninoise, quels ont été réellement votre rôle? Quelles ont été les missions que vous avez jouées de façon stratégique à pouvoir permettre quand même le renforcement de ces échanges, je dirais, transfrontaliers? Le rôle, nous, en tant que cadre de l'administration, et la décision de fermer les frontières, c'est une décision politique. L'orientation politique du gouvernement, c'est ce que devraient suivre les acteurs. Oui. Et l'orientation politique, et c'est ce que nous avons constaté à l'époque, c'est la dignité du Bénin. Du Bénin. Le Bénin n'a pas pleuré. Le Bénin n'a pas couru, n'est pas allé, ne s'est pas précipité pour se dire, bon voilà, tout le monde prédisait l'effondrement de notre économie, mais les autorités et l'économie est restée stable. On a continué à fonctionner sans être, parce que tout le monde prédisait l'effondrement du commerce extérieur. Oui. Si on arrête l'importation, ça a duré le temps que ça a duré, jusqu'à ce que eux-mêmes se sont rendus compte que la solution est ailleurs. Et ça, c'est une solution politique. Parce que la décision, ce n'est pas une décision technique. Technique, non. C'est pas une décision politique. Ouais. Et les politiques ont eu l'attitude politique. Il faut trouver ne une se sont solution pas politique effrayés, également. ne se sont pas agités. Ils ont suivi, ils ont négocié, ils ont montré aux grands frères qui sont là et qui veulent toujours le considérer comme grand frère. Ouais. Vous voyez, c'est ça. En fait, il fallait pas aller dans un affrontement. Celui qui est plus fort que toi, qui pose un acte, si tu rentres dans un conflit, tu peux perdre. Je crois que les autorités politiques nous ont instruits, on a fait un travail et la ligne, c'est que il faut leur dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous nous reprochez? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Sans que ceci ne puisse perturber l'évolution de l'économie du Bénin. L'économie du Bénin a continué à fonctionner. Ça a duré un peu plus d'1 an. Puis, ils se sont rendus compte que bon, ça valait pas la peine de continuer. Il faut rappeler que le Bénin est membre actif de la ZLECAf. Je veux parler de la zone de libre-échange continentale africaine et dont vous avez été également négociateur majeur. Alors, avant de pouvoir revenir sur cette question, nous allons marquer une petite pause et je vous reviens tout de suite. Le Bénin est membre actif de la ZLECAf, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, dont vous avez été un négociateur majeur. Alors, je voudrais savoir quels ont été les avantages concrets de cette zone et qu'est-ce qu'elle peut offrir d'abord aux entreprises béninoises, par exemple. Merci beaucoup et j'ai eu l'honneur d'avoir été nommé négociateur en chef de la mise en œuvre de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Et nous avons travaillé
2 ans durant pour aboutir à l'accord. Oui. Cet accord était voulu par les pères fondateurs de l'OUA. Lorsqu'on a créé l'unité africaine, sur le plan politique, il fallait que, sur le plan économique, les Africains échangent entre eux. On a constaté que les échanges entre les pays africains étaient 1%, très, très, très faibles par rapport aux échanges que nous avons à l'extérieur. Donc, notre développement ne peut se faire qu'à l'intérieur de l'Afrique, au sein des pays africains. Les produits industriels africains ne pouvaient pas compétir avec les produits industriels au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie, au niveau du monde. Donc, la compétition des produits africains ne pouvait se faire qu'entre nous. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, il fallait créer un cadre pour que les produits africains puissent s'échanger facilement. Et qu'on enlève les barrières tarifaires et que, également, au niveau des tarifs, qu'on adopte des tarifs pour faire en sorte que ces produits puissent s'échanger facilement. Avec les pères fondateurs, ils se sont rendus compte que pour y arriver, il fallait créer des entités régionales. C'est là où on a créé la CEDEAO au niveau de chaque communauté, la CEDAC au niveau de l'Afrique du Nord, au niveau de l'Afrique du Sud. En ce qui nous concerne, c'était la CEDEAO au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et un certain nombre d'années après, on s'est rendu compte que c'était pas complètement ce qu'ils vous ont voulu. Et on a accéléré. Et il fallait mettre en place cette zone de libre-échange continentale africaine. Donc, j'ai eu l'honneur de représenter le Bénin et de conduire l'équipe du Bénin dans ces négociations pendant un certain nombre d'années qui nous a permis d'avoir ce contrat. Alors, l'avantage pour les entreprises. L'avantage de ce truc, c'est que les produits africains puissent s'échanger facilement, puissent s'échanger sans barrière non tarifaire, puissent s'échanger avec l'entrée sans droit de douane sur le territoire de l'autre. Mais avant ça, c'est qu'il faut quand même avoir des produits. Oui. Si vous n'avez pas de produits, vous ne pouvez rien. C'est comme si vous n'avez rien fait. Et l'anecdote que je voulais partager avec vous et qui rattrape un peu le Bénin, c'est que le président de notre comité de négociation, c'était un Nigérian, et paix à son âme, un ambassadeur de l'OMC et de l'Organisation mondiale du commerce. Et on a fini les négociations. Le ministre d'État nigérian chargé de l'industrie et du commerce, qui était notre président, est venu présider la séance. Le lendemain où on devait signer, le Nigeria n'a pas voulu signer. Pourquoi? Parce que les industriels nigérians se sont dit, cette affaire est venue trop brutalement, on ne va pas signer. Pourquoi j'ai dit ça? Ce n'est pas pour dédouaner le Bénin qui, jusqu'aujourd'hui, n'a pas ratifié l'accord. Le Bénin est le dernier pays, à part l'Érythrée, qui n'a pas signé, et le Soudan, qui n'a pas signé l'accord. Et c'était dû à quoi? Mais je vous dis que même en tant que négociateur en chef, je ne suis pas... Est-ce que c'est dessus que je vais dire? Je ne suis pas peiné. Parce que je me dis, voilà, j'ai des gens en face qui se disent, je ne connais pas leurs raisons, et ils doivent avoir des raisons, parce que pour pouvoir signer un accord, pour pouvoir aller dans un accord comme ça, c'est qu'il faut avoir des produits à échanger. La plupart des produits que le Bénin avait il y a 10, 20 ans ne sont plus là. Il y a 20 ans, le Bénin avait plus de produits industriels qu'aujourd'hui. Mais avec la crise et les difficultés économiques que nous avons connues, on a perdu beaucoup de ces produits. Moi, lorsque j'ai commencé par travailler et que je faisais la promotion des produits industriels béninois, il m'arrivait d'avoir plus d'une vingtaine de produits, une trentaine de produits béninois. On faisait des solutés massifs, on faisait des pansements à gaz, des bandes, on faisait les seaux, les clous, on faisait beaucoup de choses pendant que j'ai commencé par travailler. Mais tout ceci a disparu. Il y avait Cotep qui faisait les serviettes, les t-shirts. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans notre pays. Mais malheureusement,
la difficulté économique du gouvernement révolutionnaire a fait que, et l'absence d'électricité, de financement, a fait que la plupart de ces industries-là, on faisait pas de trio. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé par faire pas de trio. On faisait de l'alcool, on produisait du vin, on produisait un certain nombre de choses. La preuve, il y avait la plus grosse fédération industrielle au Bénin, c'est la SNIB, l'Association des industriels du Bénin. C'est eux qui dirigeaient le secteur privé au Bénin pendant des années. Mais malheureusement, tous ceux qui étaient acteurs de cette association ont perdu leur activité du fait de quoi? Parce qu'à l'époque, on a manqué d'électricité, on a manqué de financement, on a manqué de soutien du gouvernement. Oui. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit, je ne suis pas étonné que le gouvernement actuel se dise, mais pourquoi je vais signer un accord comme ça avec les gens si je leur permets de faire entrer leurs produits chez moi? Qu'est-ce que moi je vends? Qu'est-ce que je vends chez eux? Parce que en fait, c'est du donnant-donnant. Si vous n'arrivez pas à vendre et que vous laissez votre frontière ouverte, vous allez être inondé. Je vous dirais que c'est pareil. Parce que si on signe des accords avec l'Union européenne et que les produits de l'Union européenne rentrent chez nous gratuitement, c'est comme si, c'est ça. Et que si on laisse les produits chinois qui sont subventionnés ou les produits indiens qui sont subventionnés rentrer chez nous, c'est pareil. Mais les pays africains, c'est bon que nos autorités se rendent compte que nous avons un problème si nous ne produisons pas, si nous n'avons rien à échanger. Si on n'a rien à échanger et qu'on va se mettre dans une coopération ou dans un accord qui n'est pas gagnant-gagnant, qui n'est pas gagnant-gagnant, oui. Et pour que ça soit gagnant-gagnant, il faut que chacun ait quelque chose à vendre, proposer. Oui. Et c'est là où je pense que nous devons faire l'effort pour transformer nos produits, pour créer des produits, afin que le Bénin également puisse avoir une capacité de mise sur le marché de produits béninois. Alors, vous avez dirigé, je dirais, plusieurs structures. Je veux parler du CBCE, de l'ABPEC et de la DPCE. Alors, quels freins persistent encore aujourd'hui dans le commerce extérieur béninois, particulièrement, surtout vis-à-vis de notre voisin de l'Est, le Nigeria? Et effectivement, les 16 structures dont vous venez de parler, j'ai eu à manager des équipes et dans le cadre de la vision et de l'objectif de ces structures. Et si, pour répondre plus précisément à votre question, oui. C'est que aujourd'hui, au niveau de notre voisin qui est le grand frère, oui. Il faut que nous puissions commercer de façon formelle avec ce pays. La plupart de ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui, c'est de l'informel. Oui. Lorsque on se plaint des tracasseries douanières, des tracasseries de mise en marché, c'est parce que on rentre dans l'informel. Ce que nous devons faire, on doit pouvoir organiser nos opérateurs économiques pour qu'ils commercent avec notre grand frère de façon formelle. On doit faire en sorte comme si j'importe un produit de la France, l'entreprise française, ses responsabilités s'arrêtent à la frontière de la France. Le transport, ça arrive. La manière dont ça vient sur le marché, ça concerne celui qui a acheté. Donc, nos opérateurs, normalement, devraient vendre à des opérateurs nigérians bien identifiés, avec un système de paiement bien identifié et livrer le produit soit dans leur usine ou à la frontière. Maintenant, à partir de la frontière, il revient à celui qui a acheté de faire entrer son produit. Ceci va nous éviter les problèmes de tracasserie sur la route, les problèmes de paiement, les problèmes qui sont des problèmes informels sur lesquels on ne peut pas inviter le gouvernement béninois ni le gouvernement nigérian à intervenir. Vous prenez les problèmes des agrumes. Oui. Tous les soirs, vous voyez des camions ou des bâchers d'ananas aller à la frontière. Yeah. Ça veut dire que c'est de l'ananas
qui était exposé quelque part par terre, qu'on a mis dans une voiture bâchée, 4x4 bâchée, et après on envoie à la frontière, ça arrive à la frontière, on décharge, et après un autre camion vient du Nigeria et chercher, et de barrage en barrage, tout le monde fait les tracasseries jusqu'à ce que ça aille sur le marché pour permettre un autre regroupement afin que ça aille dans une usine. Mais pourquoi pas où on vend directement à l'usine, qui sait que de façon périodique, il a besoin de telle quantité, il vient, on lui dit, c'est valable pour les tomates, c'est valable pour l'huile de palme. On lui dit, on organise les gens, on crée un label Bénin, on crée un produit d'origine béninoise et avec des emballages, on peut les aider, les opérateurs économiques, on leur recherche des clients au Nigeria et le client nigérian qui a accepté de vendre son produit et non d'acheter notre produit, il paye une fois qu'il a payé le produit et il vient prendre possession. Les opérateurs béninois ne sont plus concernés par les problèmes de tracasserie. Parce que jusqu'à demain, tout ce dont on entend parler, c'est les tracasseries des Nigérians. Il faut éviter ça. Il faut que on se dise du jour là, oui. Et 20-30% de nos échanges, on formalise. Ce soit les agrumes, donc ananas et orange et tout, oui. Et on formalise, on se dit, ah, voilà, si tu veux acheter le produit, tu achètes comme si on a acheté en Chine. Oui. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, on le fait de façon trop informelle. Et c'est ça qui amène les problèmes. Et il faut que le Bénin puisse avoir, au Bénin ici, une société qui va aider les opérateurs à organiser ça. Et en même temps, une société homologue au Nigeria qui va permettre de suivre et de développer. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, nous avons une forte communauté originaire du Bénin qui est au Nigeria. Qui sont nigériens, qui ne savent même plus ce que le Bénin leur apporte. C'est des communautés, c'est des marchés potentiels pour le Bénin. C'est des marchés potentiels pour le Bénin. Cette communauté a besoin d'être mobilisée pour venir consommer un certain nombre de produits que nous avons mis en place pendant les dernières années. Aujourd'hui, nous avons la zone franche et la GIDZ. La GIDZ, oui. L'investisseur principal, c'est Harris. Harris est au Nigeria. Chacun de nous, nous avons un parent quelque part qui est au Nigeria, qui a réussi. Mais pourquoi ne pas faire en sorte que ces gens-là viennent investir dans la zone et envoyer le produit après au Bénin, au Nigeria et dans les pays de l'UEMOA? Parce que, en fait, c'est la meilleure manière pour les produits nigérians de notre grand frère de rentrer sur le marché de l'UEMOA. Ces produits peuvent facilement aller dans les autres pays de l'UEMOA. Oui. Mais, produits au Bénin, et donc, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Deuxième chose, ou deuxième secteur dans lequel il peut y avoir des échanges, c'est le domaine de la culture. Il y a quelque chose d'important qui se fait aujourd'hui. On va créer un truc important à Porto-Novo, mais on peut rien faire sans le Nigeria. On peut intéresser les Nigériens qui peuvent venir investir là. Autre chose, la zone des pêches. Oui. On est en train de construire, de faire du tourisme. Oui. Les Nigériens peuvent se dire, bon, moi je veux venir passer un week-end au Bénin et il faut que je m'organise, mais l'organisation, une société de promotion de la coopération, des investissements et du développement des affaires entre le Bénin et le Nigeria qui est là-bas, peut susciter l'arrivée régulière des opérateurs nigériens ou des hommes nigériens pour venir passer des week-ends, pour venir passer des vacances. Autre chose, c'est que nous avons l'hôpital de Calavi. Oui, le Chic. Le Chic. Là, normalement, quand vous voyez, et ce n'est pas que les Béninois qui peuvent se faire soigner là. Non. Le Nigérien qui veut pas aller jusqu'à Londres, qui ne veut pas aller jusqu'à
d'un pays développé. Si c'est que nous avons des infrastructures ici, il va venir se faire soigner ici. Et même les spécialistes nigérians qui sont des techniciens en la matière, qui peuvent vendre leur technicité, peuvent venir. Et tout ça là, ça va favoriser l'arrivée marché des consommateurs et qui vont investir dans le logement, qui vont investir dans la consommation. Parce que parmi ces consommateurs, il peut y avoir également des opérateurs économiques parmi eux. Alors, je veux venir sur la question des classements internationaux. On a compris que le Bénin aujourd'hui n'est plus au même niveau. Donc, lorsqu'on doit parler du climat des affaires, c'est que ça s'est amélioré nettement aujourd'hui. Sûrement grâce à beaucoup de réalisations dues au chef de l'État par rapport au programme d'action du gouvernement. Mais du point de vue pratique sur le terrain, de quel progrès, par exemple, concret, lorsque vous parlez tout à l'heure, par exemple, de la GDIZ, vous parlez qui est également une zone industrielle, par exemple, et qu'est-ce que cela peut apporter, par exemple, de façon concrète, par exemple, à l'économie, au commerce extérieur? Oui, la GDIZ, le projet de Porte-Novo, par exemple. Le projet de Fidrocet, tout ça là. Oui. C'est des choses qui existaient sur les papiers. Dans le projet à l'AFIA 25. Oui. Mais personne n'avait le courage d'aller de façon rigoureuse, de les mettre en œuvre. Et aujourd'hui, ça a été mis en œuvre parce qu'ils se sont dit, OK, en 5 ans, en 10 ans, pour arriver à ça, il faut être plus rigoureux. Vous voyez, imaginez le problème qu'il y avait eu au niveau dès qu'on a commencé à parler de la GDIZ, moi j'étais en début de carrière. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Tout le monde est allé acheter des terrains là-bas. Donc il a fallu quelqu'un pour dire, ben écoutez, moi je vais mettre ça en œuvre, je vous exproprie. À l'époque, les gens ne pensaient pas que ça pouvait se faire. C'est vrai. Fidrocet, c'est pareil. C'est pas de... Moi, j'étais en début de carrière lorsque ça a commencé aussi, cette idée-là. Donc, il fallait quelqu'un qui vous dit, écoutez, moi, je vais faire ce projet, je vais retrouver l'espace qui a été fait. C'est pas facile. C'est sûr qu'il y en a qui sont pas contents. Il y en a qui seront mécontents. Mais c'est comme ça. Mais il a fallu que quelqu'un dise, écoutez, si je veux faire ça, vous qui êtes venus après là, il faut que vous laissiez le terrain. Donc, vous me posez la question en termes de réforme. Les réformes également à ce niveau, les réformes de facilitation, on a engagé beaucoup de choses. Mais avec le gouvernement, la rupture qui est arrivée, oui, ils sont allés plus loin. Parce que ils n'ont pas... Et là où, à l'époque, on faisait un peu attention, on avançait doucement, et dès qu'il veut faire quelque chose, il le fait, il se fout, il ne fait pas attention. Il fonce tout droit. Il ne fait pas attention, il se dit, mais voilà, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, il avance. Donc, c'est ça qui a permis le guichet unique du commerce extérieur. Ça a été fait en mon temps pendant que j'étais encore en fonction. Mais aujourd'hui, c'est aller plus loin. Et on peut penser que Bénin Contrôle est arrivé. Non, c'est pas nouveau. C'est des choses qui existaient, qui ont été peut-être mises en œuvre, qui ont été concrétisées, qui sont... Donc, il y a eu un certain nombre de choses. Il faut reconnaître que ceux qui ont travaillé avant la rupture ont commencé par faire quelque chose. La rupture allait plus loin. Et également, en termes de financement, de mobilisation de financement et de réalisation. Et les gens ont trouvé, les organismes qui notent de notation, ont trouvé que le Bénin était en train de mettre des réformes. Et pour les opérateurs économiques béninois, qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer aujourd'hui à voir le climat économique aujourd'hui? Pour les opérateurs économiques béninois, je vous dirais que beaucoup ne sont pas satisfaits. Ça, il faut... Surtout les PME. Parce que le régime de la rupture est venu, s'est concentré sur ses objectifs. Oui. Et a posé des actes qui ont
annihiler les avantages que les PME avaient avant. Avant, dans les ministères, chaque ministère passait des petits marchés d'ordinateurs, de fournitures de bureaux, de travaux, d'achat de climatiseurs, de trucs. Mais les gens, là, ils disent non, on fait tout ça ensemble. Mais les opérateurs béninois n'étaient pas préparés à ça. Tous ceux qui vivaient de cette activité ont perdu de trucs. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont des changements. Lorsque on fait les routes, ou un marché, on fait un appel d'offres, et lorsque vous pensez que l'appel d'offres doit durer 3, 4 mois, 5 mois avant d'être de connaître celui qui a gagné le marché, ça n'arrange pas le gouvernement qui est là. Non. Le gouvernement qui est là, il se dit, bon, moi, je n'ai que 2, 3 ans pour arriver dans mon programme. Et ils utilisent d'autres mécanismes prévus par les marchés. Oui. Ce qui fait que ceux qui étaient habitués à avoir ces petits marchés... système... voilà. Donc, il fallait que les opérateurs s'adaptent au nouveau contexte. Et ce nouveau contexte, et le dernier contexte qu'on va avoir, c'est le document de développement du Bénin 2060. Ce document-là, ce sera valable pour les prochains gouvernements si quelqu'un ne rentre pas dans ça et ne s'organise pas, ne se structure pas en fonction de ça, il sera toujours laissé pour compte. Donc, les PME, parce que ça peut étonner tout le monde, parce qu'aujourd'hui, quand on est du côté du gouvernement, on va dire, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi est-ce que vous reprochez que vous n'avez pas de marché? Est-ce qu'on n'a pas payé les gens? Est-ce que quelqu'un a gagné un marché, il n'a pas payé? Est-ce qu'il y a une dette intérieure? Non, il n'y a pas de dette intérieure. Mais les mécanismes qui permettaient à certaines personnes d'avoir des petits marchés, effectivement, même des gens qui ne sont pas opérateurs économiques, on leur donne des fournitures de bureaux. Et tout ça là a changé. Il faut que les gens comprennent que désormais, si vous n'avez pas pion sur rue en tant qu'opérateur économique, vous ne pouvez plus avoir un certain nombre. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des opérateurs économiques qui ne sont pas satisfaits. Ouais. Le dire, c'est l'économie de vérité. Voilà. Par contre, ceux qui sont là et qui font leur activité, c'est qu'ils ont un timing, ils ont des objectifs, ils avancent. D'accord. Alors, il faut dire que vous avez été à la tête de plusieurs missions commerciales de l'Afrique de l'Ouest et également jusqu'au Brésil. Alors, vous avez une vue assez large sur le potentiel d'exportation, par exemple, des produits béninois également. Alors, si vous devez conseiller aujourd'hui, quels seront pour vous aujourd'hui le marché prioritaire pour le Bénin vu de l'extérieur? Monsieur le journaliste, je vous dirais que le marché le plus prioritaire pour le marché béninois, c'est le marché béninois. Ce n'est pas extérieur. Il faut commencer par produire quelque chose chez nous. Il faut faire en sorte que les gens viennent consommer ça chez nous. Parce que le système multilatéral avec ce que nous avons constaté ces derniers mois avec les États-Unis, le système multilatéral est mis en mal. Et ce que nous vivons avec notre grand frère n'est qu'une miniature de ce qui peut se passer. Parce que celui qui est plus fort, à tout moment, il peut dire « je ne veux plus ton produit ». C'est vrai. On ne peut pas bâtir tout un développement, toute une économie en disant que nous exportons, nous dépendons de quelqu'un aujourd'hui. Si on le fait, on prend des risques. Parce que il suffit que le jour où celui-là saura que si vous dit « je ne veux plus de votre produit », il vous met à genoux, mais il attend juste, il crée une situation, il vous met à genoux. Alors, notamment, et c'est ce que nous voyons avec l'Europe et les États-Unis, c'est ce que nous voyons un peu partout. Également et ce que nous avons toujours vécu avec le Nigeria. Ce que nous avons toujours vécu avec le Nigeria, qui pensait que si il n'ouvre pas, on va avoir des problèmes. Le Niger, je m'excuse de rentrer dans ce genre de discussion parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants
de façon... Et surtout que c'est des questions beaucoup plus politiques justement. que techniques. Et lorsqu'on dit politique, on pense que en lui créant des problèmes pour que ces produits n'entrent pas ou ceci. Mais ceci, comme je vous ai dit, chaque fois qu'on prend ce genre de mesures, c'est pour favoriser la contrebande. C'est ça. Informé. Ça ne veut pas dire que le produit ne rentrera pas. C'est pour favoriser des gens qui vont vivre de la contrebande. Et au final, c'est les deux pays qui perdent en termes structurels. Oui. C'est-à-dire, lorsque vous interdisez, et ça, ma petite expérience a montré que chaque fois qu'il y a eu une interdiction de quelque chose quelque part, vous encouragez la contrebande. Alors, Monsieur Tidjani, nous sommes à la fin de notre entretien. Alors, je voudrais quand même que vous placiez un mot de fin à l'endroit des acteurs du monde économique et également à l'endroit des dirigeants, non seulement du Bénin également, mais des pays de la zone CEDEAO et de la zone de l'UEMOA aussi. Merci beaucoup. J'ai vu l'évolution du commerce international et les réactions politiques qui perturbent énormément les échanges dans le monde aujourd'hui. Je pense qu'un pays comme le Bénin, les opérateurs économiques d'un pays comme le Bénin, les hommes politiques du Bénin doivent faire en sorte que le Bénin puisse constituer une entité. Lorsqu'on n'existe pas, on ne peut rien faire. Lorsqu'on n'existe pas, on ne peut pas dialoguer. On ne peut pas participer aux échanges. Donc, de façon, je dirais, interne, il faut qu'il y ait un développement. Il faut que chacun se remette en cause et saisissent les opportunités qu'offre le document de développement 2060, se disent quels sont les secteurs dans lesquels on va se développer. L'international, les produits à l'exportation, nos pays n'ont pas vraiment aujourd'hui, en dehors du coton, des transformations des produits qui se font au niveau de la zone industrielle de Glodibé, mais en dehors de tout ça, nous devons créer les conditions pour que les gens viennent consommer chez nous. Et que ce que le Béninois consomme tous les jours soit en grande partie fabriqué au Bénin. Lorsque ce que nous mettons dans notre assiette vient de l'extérieur, nous ne sommes pas indépendants. Et pour y arriver à ça, le gouvernement doit faire en sorte que l'entrepreneuriat puisse gagner de l'argent. Lorsque les petites entreprises ne gagnent pas de l'argent et que la pression fiscale est forte et que la dame qui est au quartier, qui gagne un peu d'argent, il y a une pression fiscale qu'on lui met dessus, qu'on lui prend de l'argent, elle finira par s'essouffler, elle finira par partir. Donc, il faut permettre à tous ceux qui ont de l'initiative, qui font du développement de l'activité commerciale ou développement industriel, de gagner de l'argent. C'est en gagnant de l'argent que ces personnes vont permettre à leur activité de grandir, à leur famille de grandir et au Bénin de prospérer. Et notre prospérité ne dépend que de nous et de façon intrinsèque. À l'international, c'est nos ressources minières, mais qui peuvent être transportées ou pas. Mais la première des choses, c'est ce que nous mettons dans notre assiette. Il faut que ça provienne en grande partie de ce que nous produisons dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Chakerou Tidjani. Avec vous, nous avons mieux cerné les contours des enjeux qui structurent aujourd'hui les relations économiques, non seulement entre le Bénin et le Nigeria, mais également dans la zone CEDEAO et dans la zone de l'UEMOA, et également vu avec les partenaires internationaux que nous avons aujourd'hui. Alors, ce fut un plaisir et je pense que tous ceux qui nous ont suivis, les internautes, les téléspectateurs, ont bien compris toutes les notions que vous avez pu faire sortir lors de cet entretien et ça va profiter beaucoup, surtout aux opérateurs économiques qui doivent tenir compte en réalité de tous les aspects que vous avez soulignés ce soir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous une prochaine fois. On serait très content de vous revoir encore sur notre plateau. Mesdames et messieurs, stop et fin, tout le monde descend. C'est fini aujourd'hui pour votre émission, l'invité. On se retrouve une prochaine fois. Le plaisir est partagé. Restez toujours connectés, le Nouveau Manager TV.